Alors bonsoir à toutes et merci beaucoup à Nathalie de nous recevoir. Que Akadosh Baruch Hu remplisse toujours ta maison de joie, de brachot, de lumière de la Torah, de bénédiction, que tu puisses voir tes petits-enfants courir en nombre ici dans la joie, que tu puisses voir tes enfants se marier voilà, et créer leur propre maison juive comme tu le désires et être très heureux dans leur mariage. Amen. Ok, alors aujourd'hui, on va dédier le cours pour la Refoua Shlema de... C'est qui? Tu peux me rappeler le cours? C'est Chaim? Non, Yonatan? Yonatan ben Yocheved, Shira Yafa Bat Sarah, et pour les Louis Nishmat, la tante de deux de nos amis, qui s'appelait Estelle Esther Bat Daisy Gezala. Gezala? Tu peux regarder sur le... Quelqu'un peut regarder sur le nom de la paracha? Je crois que c'est ça, je crois que c'est Déborah. Laquelle tu as dit? Excuse-moi. C'est Déborah Mamou qui a posté tout à l'heure. Déborah Saban. La paracha en rose? Ouais. Alors, Estelle Esther Bat... Non, Esther Estelle, c'est plus haut. Estelle Bat Daisy Gezala. Gezala, ok, c'est bon, ça va, je sais pas trop. Ok, alors on va faire un petit élim pour elle. Shira Malot Mimarmakim Keraticha Adonai. Adonai Shim'a Vekoli Tiena Znecha Kashuvat Lekoltach Adonai. Imavonot Tishma Ya Adonai Ni'amod. Ki Mechas Lera Lemaran Tivare. Kiviti Adonai Kiveta Nafshi Velidvaro Chalti. Nafshi Adonai Mishomerim Laboker, Shomerim Laboker. Yachel Israël El Adonai. Ki Adonai Yachesed Ve'arbein Mofedut Ve'oivdel Israël Mikol Avonotav. Ok, les filles. On est à 10 jours de The Fête qu'on veut surtout pas rater. Depuis le lendemain de Purim. Quoi? Si. il y aura peut-être Mashiach. Bezrat Hashem. Souvenez-vous, il y a 3 ans, d'accord? On était tous enfermés chez nous. Et on se disait, mais c'est pas possible cette situation, mais c'est pas possible, mais Mashiach va arriver, c'est sûr. Quand on a ouvert la porte pour Eliyahu Hanavi pendant le Seder, on était tous, mais il est où là? C'est sûr qu'il est là, d'accord? Donc là, Baruch Hashem, on est sorti de ce Covid, en tout cas de l'enfermement du Covid. Et ce qui est très marrant, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais il y en a beaucoup qui sont nostalgiques de ce moment qui était un moment délicieux. Pas pour tout le monde peut-être, mais ici, malgré tout, il y a eu 3 mois où c'était quand même plutôt, pour les gens qui avaient des maisons en paix en tout cas, c'était quand même des choses agréables. Donc voilà. Bref, il en restera. Ok, donc c'est pas du tout le message de secours. Le message de secours, c'est libérons-nous les filles, soyons nous-mêmes, soyons libres, sortons de nos limites. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y en a marre d'être en fait dirigés par des choses qui ne sont pas ce que nous voulons vraiment. Quand vous réfléchissez à ce que vous faites parfois, d'accord, de vos vies, enfin de nos vies, ce qu'on fait parfois de nos vies, de nos journées, etc. Très souvent, on se dit, mais finalement, pourquoi j'en suis arrivée là? C'est pas ce que je voulais vraiment moi, en fait. Si je me posais la question à moi, au fond de mon cœur, et on va voir qui c'est ce moi, qu'est-ce que j'aurais vraiment voulu, d'accord? Ou qu'est-ce que je voudrais vraiment pas que je suis en train de vivre malgré tout, d'accord? Donc en fait, l'idée de ce soir, c'est de comprendre que le calendrier juif, c'est pas juste un calendrier avec des fêtes. En réalité, c'est... Il y en a qui vont faire des petits dodos. Moi, je dis Viviane et Eva ce soir. C'est ça. Finalement, tu veux switcher? Il y a une petite place. Tu peux t'allonger sur elle. C'est ça. Ok. C'est là-bas, mon ami. Ok. Alors, du coup, j'ai oublié ce que j'allais vous dire. Pessah, non mais c'est pas grave. Ok. Justement, Pessah, c'est à propos de la parole. Il y a beaucoup de récits à Pessah. Pourquoi? Parce que P, c'est quoi? C'est la bouche en hébreu, d'accord? Et Sar, c'est la même racine, on va dire, que la sira, que raconter. Et d'ailleurs, quoi? Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Eh bien, la nuit du Seder, elle est réservée à quoi? À raconter l'histoire de quoi? De la sortie d'Égypte. Du moment incroyable où un peuple esclave a été tiré par la main d'Akadosh Baruch Hu en dehors de l'Égypte pour sortir et devenir, comme on chante avec
Bene Chorim, d'accord, pendant toute la Gala. Okay, des personnes libres. Okay. Pessar, il a plusieurs noms. Cette fête, elle a plusieurs noms. Alors, elle a le nom, en effet, Pessar, et on a vu donc la bouche qui parle, d'accord. Il y a aussi Pessar qui vient de Passar, qui vient du fait que Akadosh Baruch Hu, pendant la 10e Maca, qui est la 10e plaie d'Égypte, qui était la plaie des premiers-nés, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait demandé aux Hébreux de marquer en fait l'entrée de leur maison avec le sang du Korban Pessar, du sacrifice de l'agneau, d'accord. Et donc il est passé au-dessus des maisons juives, d'accord, et il a en revanche condamné les premiers-nés égyptiens, ok. Qu'est-ce qui se passe du coup? Eh bien, c'est ce qu'on appelle Pessar, c'est aussi le fait de passer, d'avoir en fait passé au-dessus, c'est-à-dire d'avoir épargné les Juifs à ce moment-là, d'accord. Et c'est aussi appelé Zman Cherutenu, d'accord. Zman Cherutenu, c'est quoi? C'est le temps, Zman c'est le temps, de notre libération, de la liberté, de notre libération, ok. Et ça c'est vraiment intéressant, parce que le calendrier, c'était ça que je voulais dire, avant le changement de siège, le calendrier hébraïque, en fait, c'est extraordinaire parce que le calendrier hébraïque, on pourrait croire, voilà, c'est un calendrier avec des fêtes. Qu'est-ce qu'on fait aux fêtes? On mange, essentiellement, d'accord? Et on commémore des choses. En réalité, on ne commémore rien du tout. On ne commémore pas du tout, on revit l'expérience. Pourquoi? Parce que les fêtes, elles sont tombées à ce moment-là du calendrier, non pas par hasard, mais parce que pendant ce mois-ci du calendrier, donc par exemple pendant le mois de Nissan, qui est le mois qui a commencé la semaine passée, d'accord? Eh bien, pendant le mois de Nissan, Akadosh Baruch Hu a soufflé dans le monde une énergie de libération, de liberté. Ok? Et c'est parce que au 15 du mois, c'est là où l'énergie est au pic, que les Hébreux ont pu sortir d'Égypte à ce moment-là. Donc, Pessar a lieu le 15 Nissan, non pas parce qu'ils sont sortis d'Égypte ce jour-là, mais c'est parce que, depuis la création du monde, le 15 Nissan, il y a une force dans le monde, une énergie libératrice. Et elle est valable pour les Hébreux à cette époque-là, et elle est valable pour nous, le 15 Nissan, à chaque génération. D'accord? La Torah nous dit, à chaque génération, les Hébreux vont sortir d'Égypte. À chaque génération, les Hébreux vont sortir d'Égypte. Et quand on parle d'Égypte, Mitzraïm, d'accord, on parle de deux choses. Soit c'est Eretz Mitzraïm, la terre d'Égypte, soit c'est Mitzraïm. Et quand c'est dit Mitzraïm, en réalité, on ne parle pas du tout de l'Égypte, mais on parle de ce que représente l'Égypte. Et qu'est-ce qu'elle représente, l'Égypte? Eh bien, elle représente ce qu'on appelle tout ce qui nous contraint. C'est pas pour rien, en fait, que les Hébreux sont devenus esclaves en Égypte. Le mot Égypte, d'accord, vient du mot Sarar, qui veut dire boundaries, limitation, frontières, limite, tout ce qui est étroit, contraint, compressé, d'accord. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit les contractions? Ne t'endors pas. Non, j'avais pas fait parler de contraction. Là, exact, ça m'a réveillé. Quand on parle de contraction de délivrance, de labeur, comment est-ce qu'on dit en français, d'accouchement, pardon, de délivrance, oui. Ok, eh bien on parle de tirim en hébreu. C'est les contractions. C'est la même racine que Mitzraïm. Pourquoi? Parce que là aussi, en fait, en Égypte, eh bien, a eu lieu les contractions, d'accord? Donc la souffrance, la douleur, pardon pour les femmes enceintes qui pensent qu'on ne souffre pas quand on accouche, mais c'est au moment des contractions, d'accord, qu'a eu lieu en fait l'accouchement du peuple juif. Parce qu'avant ça, les Hébreux étaient un peuple, ils étaient dans le processus égyptien qui les a contraints, qui les a fait devenir esclaves, et seulement 20% sont sortis. Cet extrait du peuple hébreu est devenu juif, a reçu la Torah ensuite, d'accord? Donc en fait, encore une fois, on voit c'est à peu près finalement comme un accouchement, mais c'est l'accouchement de soi. Eh bien, le 15 Nissan, on peut se donner naissance si on veut. Il faut savoir
qu'est-ce qui nous empêche d'être nous-mêmes? Ok? Et ça, c'est très intéressant. C'est qu'en fait, quand on est dans notre Égypte personnelle, puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et vous me dites si vous ne suivez pas, d'accord? Mais l'Égypte personnelle, ça va être en fait tout ce qui nous empêche d'être soi. Tout ce qui nous contraint, tout ce qui nous embête, tout ce qui nous fait un peu de la pression. Cette petite voix qu'on entend et qui nous rend coupables, ou cette petite voix qu'on entend et qui nous rappelle toujours des mauvais souvenirs, ou cette petite voix qu'on entend et qu'on a entendue quand on était petit, qui nous a mis une étiquette sur la tête. Oh, toi, t'es timide. Oh, bah celle-là, elle est babosa, si vous comprenez. Celle-là, un peu babosa. Ah, quelle babosa celle-là, d'accord? Bah, tu le finis par le faire, hein? Babosa, c'est genre un peu bête. Bébête. Cuculapraline. Tous les trucs. D'accord. Voilà, elle fait la tête, elle est toujours en train de pleurnicher, elle est toujours... D'accord. Toutes ces choses, en fait, viennent créer une sorte de carapace oppressante qui se pose sur nous et qui nous empêche d'être réellement qui on est vraiment à l'intérieur. D'accord. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu comment est-ce que ce 15 Nissan et comment est-ce que tout le ménage de Pessah avant ce 15 Nissan va nous permettre de faire tomber cette carapace, entre guillemets, et de laisser briller la belle personne et la belle Neshama qu'on est en réalité à l'intérieur. Ok? Alors, c'est qui je? Bon, il y en a qui étudient avec moi, elles doivent savoir quand même. C'est qui je? Quand je dis je parle de qui? Est-ce que je parle de mon steak, comme dirait le Rav Ben Chetrit? Non, je parle de ma Neshama. D'accord? C'est quoi une Neshama? Une Neshama, en fait, si on remonte à la première forme de Neshama, c'est au moment de la création du monde, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon, le premier homme, et je vous la ressors quasiment à tous les cours, parce que ça explique tellement de choses, c'est pas grave, un petit coup de plus, Aouda. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Il a formé l'être humain avec de l'argile, d'accord, avec de la terre et de l'eau, et ensuite il lui a insufflé une Nishmat Chaim, un souffle de vie. Ce souffle qui vient du plus profond d'Akadosh Baruch Hu, si on peut décrire qu'il y a un profond à Akadosh Baruch Hu, ce souffle qui est venu donner vie à l'être humain originel, d'accord? C'est ça la Neshama. Donc, c'est quoi la Neshama? C'est en fait une partie profonde de Dieu. La Neshama, c'est une partie de Dieu qui est en chacun d'entre nous. Maintenant, c'est qui Dieu? Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui a créé l'univers. C'est celui qui est totalement éternel et illimité. C'est des notions qui sont très compliquées à comprendre, l'éternité et le fait d'être illimité, d'accord? Pour nous, alors pourquoi? Parce qu'on est limité nous-mêmes, d'accord? On est très limité. On est dans un monde qui est matériel, dans lequel il n'y a rien d'infini, d'accord? Même l'univers, quand on l'étudie un peu, il a une finitude, entre guillemets, d'accord? Donc, comprendre l'infinie grandeur d'Akadosh Baruch Hu et l'éternité d'Akadosh Baruch Hu, pour nous qui sommes limités, c'est très dur. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette Neshama, elle est elle aussi illimitée, elle est aussi éternelle, d'accord? Donc, en nous, nous avons quelque chose d'éternel et d'infini, de tout-puissant. Une partie de Dieu qui est en nous, et c'est ça quand on dit « je », ça devrait être en fait de ça dont on parle. Sauf que, il y a un moment, Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde. Et il a créé ce monde pour nous y placer à l'intérieur. Comment est-ce qu'il vient placer une Neshama à l'intérieur d'un corps? Il l'incorpore. D'accord? Incorporer, ça veut dire mettre à l'intérieur d'un corps. Eh bien, c'est ce qui se passe pour la Neshama. Cette Neshama qui est infinie, qui est éternelle, qui est brillante, magnifique, une partie d'Akadosh Baruch Hu merveilleuse, eh bien, elle devient à l'intérieur d'un corps. Et que le corps soit celui de Miss Univers ou pas, on s'en fiche, d'accord? Le corps, il est malgré tout limité, il est imparfait, il est soumis à la réalité du monde, avec des besoins. Hachem nous a créé ces besoins. On a besoin de manger pour vivre, on a besoin de boire pour vivre, on a besoin d'être aimé, on a besoin de sentir du plaisir. Sinon, on ne se sent pas bien, sinon on peut même mourir. Je parlais récemment avec une dame qui me racontait que quelqu'un dans sa famille est en situation vraiment très délicate en ce moment. Et cette femme est en situation de grande détresse à cause de la solitude. Alors,
On a vu des gens qui se sont laissés mourir pendant le Covid, justement, malheureusement, Oui, c'est ça. de solitude. Là, c'est pas pendant le Covid, mais c'est une personne qui se sent extrêmement isolée, extrêmement malheureuse. On peut mourir de sentiment d'isolement, très Shalom, d'accord, le Alléno. Mais donc, l'être humain, qui est fait donc de cette Neshama qui est infinie, d'accord, elle est forcément contrainte à partir du moment où elle est incorporée, d'accord, parce qu'elle va être limitée dans sa grandeur. Donc déjà, ok, quand on vient au monde, on vient avec un sentiment, entre guillemets, de limite. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que quand vous réfléchissez, le bébé est encore plus limité que n'importe quel être humain. Il peut pas, contrairement à un petit animal, par exemple un poulain, il sort à peine de la jument, et pourtant il va déjà se lever sur ses petites pattes et il va aller téter aux mamelles de sa mère. Bah, vous pouvez attendre 3 heures qu'un bébé il vienne téter à vos mamelles, ça n'arrivera pas, d'accord? Il faut le prendre, le changer, le nettoyer, lui donner à manger, le faire rôter, tatati, tatata, ok? Il est totalement dépendant, totalement limité, en fait, d'accord? Et au fur et à mesure, il va devenir un adulte qui va être plus indépendant et qui va être donc avoir plus de capacité, mais il va falloir le former. Et même quand on est un adulte, eh bien, on a intérêt à vraiment mieux se connaître pour pouvoir en fait aller chercher à enlever tout ce qui nous limite. Ok? Ok. Alors, une des choses qui nous limite, pardon, il y a 3 choses en fait qui vont vraiment nous limiter. Et on va parler de ça aujourd'hui. On va s'attarder sur 3 choses qui commencent aussi par un P. C'est les 3 P, d'accord? Il n'y a pas Pessar dedans, mais c'est les 3 P qu'on va étudier aujourd'hui, qui sont des choses qui nous limitent et sur lesquelles... Ouais, pain, pâte et pizza, exact. Ça, c'est les trucs, ça nous limite grave. C'est terrible. Et, ok, alors en fait, on va essayer de voir un petit peu de quelle manière est-ce qu'on se limite soi-même, puisque c'est surtout ça qui est très intéressant, c'est la seule chose sur laquelle on peut agir. Les limites extérieures, on va en parler aussi indirectement, on peut les percevoir différemment, mais en général, on s'auto-limite, d'accord? On se crée sa propre Égypte, ok? Donc on va voir comment est-ce qu'on va sortir. Alors d'abord, les 3 P, c'est quoi? La première, ça va être la personnalisation. On va voir ce que ça veut dire. La deuxième, c'est la permanence. Et la troisième, c'est, on va dire, la pénétration, le fait d'être pénétrant, d'accord? C'est-à-dire l'envahissement. Et on va voir à quoi ça correspond, ok? Alors, la personnalisation, c'est en fait quelque chose qu'on crée, on se crée soi-même, d'accord? Pardon, je vais regarder un petit peu que c'est pas d'eau. C'est quelque chose qu'on se crée soi-même et qu'on se dit à soi-même. C'est en fait le fait que quand une situation se passe, on va toujours se mettre au centre de cette situation. T'es bien là comme ça? Ouais. Ok. On va toujours se mettre au centre de cette situation. Pas parce qu'on est égoïste, pas parce qu'on est égocentrique, mais parce qu'on est un être humain et que ça arrive tout à fait. On a la sensation de soi, on n'a pas la sensation de l'autre. Donc c'est difficile d'imaginer que ça peut être l'autre. Ok? Donc par exemple, quand est-ce qu'on voit par exemple le système de personnalisation qui est vraiment quelque chose qui va nous coller à la peau et nous faire une sorte de carapace qui nous contraint, ça va être par exemple quand on va dire « Ah là là, tout ça c'est de ma faute ». Non mais c'est vrai, si j'avais pu faire ça, ça ne lui serait pas arrivé. Si j'avais su, mais j'aurais jamais fait ça. Ce temps d'ailleurs à la conjugaison, il faudrait le supprimer. Il faudrait le Si supprimer. j'aurais pu, c'est des trucs. C'est des trucs qui servent à rien. Exactement. Ça broie du temps qui sert à rien. C'est un temps qui sert à rien. Exactement. Si seulement je n'avais pas pris ma voiture tel jour, peut-être que à ce moment-là, il n'y aurait pas eu tel accident, telle chose. D'accord? Si seulement j'avais su qu'elle avait des problèmes avec son mari, je n'aurais pas dit que. Pourquoi est-ce que tu penses nécessairement que parce que il y a quelqu'un qui souffre ou parce qu'il s'est passé quelque chose, nécessairement ça a quelque chose à voir avec toi? D'accord? Tu culpabilises. C'est un temps qui fait que J'aurais pu, j'aurais dû. C'est une forme de culpabilité, exactement. C'était pleine de regrets. Exactement. Alors en fait, le problème majeur de cette personnalisation, c'est quoi? C'est qu'en fait, on se méprend, on se trompe sur la responsabilité de la situation. D'accord?
il y a des choses qui sont en mon contrôle et il y a des choses qui ne sont pas en mon contrôle. Et lorsque je suis une personne qui aime être en contrôle d'une situation, alors très souvent je vais être esclave entre guillemets de cette personnalisation. Parce que j'ai l'impression que oui, je dois être en contrôle, donc je suis en contrôle, donc je suis responsable. Parce que c'est celui qui est en contrôle qui est responsable. Donc s'il y a même eu, je ne sais pas, n'importe quoi, un truc qui s'est passé à l'école de tes enfants, et tout, oh là là, si j'avais su, j'aurais pas. Mais quel rapport avec toi? Ça n'a rien à voir avec toi. D'accord? C'est pas du tout ta responsabilité. Mais les personnes qui ont tendance à être extrêmement en contrôle, elles vont avoir encore plus ce problème de personnalisation. Ok? Face à l'imperfection également, c'est vrai, exactement. Alors, cette personnalisation, elle entraîne justement deux réactions, dont tu as nommé une, il me semble que tu as dit, la culpabilité. Donc, un, c'est la culpabilité, et d'autre, c'est le reproche. Et dans les deux cas, que ce soit la culpabilité ou le reproche, le problème, c'est que ça mène à l'immobilité. Ça ne nous fait pas avancer, ça ne fait pas avancer le schmilblick. En fait, on s'en fiche de se sentir coupable ou de dire à l'autre ah, quoi, c'est ta faute, non, mais tu sais quoi, moi j'ai gâché ma vie parce que c'était de la faute de ce type qui m'a volé quand j'avais 20 ans. Mais attends, bien sûr que c'est terrible de se faire voler. C'est terrible d'avoir une souffrance, d'être dans une situation où on se sent trompé, etc. Mais après, c'est ta responsabilité à toi de ne pas avoir décidé de continuer ta vie. Tu es resté dans ce reproche et tu es resté bloqué il y a 20 ans et tu n'as rien construit depuis. D'accord? C'est vraiment important de comprendre ça. Alors, le reproche, c'est quoi? Si on doit décrire le reproche, c'est en fait accuser quelqu'un d'être responsable de mes choix. Ça, c'est le reproche. J'accuse quelqu'un d'être responsable de mes choix. Ok? C'est quoi la culpabilité? C'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est se sentir responsable de quelque chose qui, en fait, n'est pas ta responsabilité, mais la responsabilité de quelqu'un d'autre. Mais toi, tu prends la responsabilité pour Tiane. D'accord? On va prendre des exemples. Attends, d'abord, je vais boire un petit coup d'eau, hein, ça va. Ok. Un petit coca, un petit coca. Si vous voulez des cafés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre un petit exemple. Ok? Par exemple, on va prendre l'exemple d'une fille, ok, très sympa, très généreuse de sa personne, qui aime aider l'autre, ok? Et seulement cette fille, bah, elle bosse, elle a des enfants, elle a un mari, c'est bientôt Pessard, et là, une très bonne copine à elle qui lui dit « Ah, tu sais pas quoi, je vais organiser l'anniversaire de ma fille, est-ce que tu peux m'aider ?» Alors au départ, cette fille-là, elle se dit bah, « Normalement, en temps normal, je lui aurais dit oui, sauf que là, je suis fatiguée, c'est Pessard, j'ai une tonne de boulot, c'est dur, mon mari, il n'arrête pas de me dire que je suis jamais là, les enfants, je les vois pas trop, ils ont plein de devoirs, tata. » Elle décide de lui dire « Écoute, non, je ne pourrais pas t'aider. » Sauf que elle va se sentir coupable. Pourquoi elle va se sentir coupable? Parce qu'à ce moment-là, elle va se dire « Mais attends, elle m'a demandé à moi et je lui ai dit non. Mais tu te rends compte, je suis vraiment pas une bonne amie. Ça se trouve, elle va galérer et ça se trouve, non. Elle se sent coupable. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle pense que c'est sa responsabilité d'organiser l'anniversaire de la fille de sa copine. Mais en réalité, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout sa responsabilité à elle. Son amie a cette responsabilité. Elle lui demande de l'aider. Pourquoi? Parce que c'est une fille qui normalement aide tout le temps. Elle peut, elle peut pas. Mais le pire, c'est celle qui va dire « Oui, je vais t'aider », alors qu'en fait « Non, j'en peux plus, pourquoi est-ce que je vais l'aider ?» Pourquoi? Parce que celle-là, elle est carrément esclave de sa culpabilité. Celle-là, elle va lui dire, en fait, qu'est-ce qui va faire qu'elle va prendre ce choix d'aller aider son amie? C'est même plus la bonté, c'est en réalité la culpabilité. Je suis responsable d'aider cette amie. Si moi je ne l'aide pas, qui va l'aider? La Torah, elle nous dit juste, si je ne suis pas là pour moi, qui sera là pour moi? Tu dois gérer tes propres responsabilités, entre guillemets. Mais si tu dis à ton ami, et si c'est une bonne amie, d'accord, écoute, excuse-moi, mais en ce moment, je n'ai vraiment pas la force, je suis vraiment fatiguée, je dois gérer telle chose et telle chose, ton ami, si c'est une personne qui t'aime, elle ne va pas t'en vouloir. Elle va dire, ah ben super, non, je t'ai juste proposé comme ça. D'accord? Donc la culpabilité, c'est un des moteurs, c'est un des outils du Yetzer Hara
pour, hop, nous éloigner de ce qu'on a vraiment envie de faire. Parce que sous la culpabilité, je peux aller faire des choses qui sont totalement contre toi, contre ma propre mission. La Neshama que j'ai, en fait, elle vient dans ce monde pour accomplir une mission. Je vous ai raconté déjà plusieurs fois l'histoire du grand puzzle. En fait, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, eh bien, c'est comme s'il avait en fait un puzzle, parce que lui, il est en dehors du temps, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il est en dehors du temps, c'est-à-dire que apprendre l'Avdil quelque chose pour essayer de comprendre en quoi Hachem est en dehors du temps, on va prendre un film, d'accord? Un monsieur qui est réalisateur d'un film, d'accord? Et il sait le scénario depuis le départ, il a les rushs du film, d'accord? Tous les scènes ont déjà été tournées, et il va, au fur et à mesure, lui dirige les scènes du film, et à la fin, quand il monte le film, il sait ce qui se passe au début, c'est ce qui se passe à la fin, vous êtes d'accord? Au moment où l'acteur, il joue la scène du film, lui, il est dans une certaine réalité, d'accord? Dans une certaine temporalité. La personne qui monte le film ou quoi, elle est dans une temporalité extérieure, elle sait ce qui se passe au début et à la fin du film, vous êtes d'accord ou pas? Donc, c'est un petit peu dans ce style-là, on va dire, c'est très simplifié, bien évidemment, mais c'est un petit peu cet esprit-là. C'est-à-dire que Dieu, en fait, il est extérieur à la temporalité, d'accord, puisqu'il est éternel. Donc, éternel, ça veut dire qu'en fait, la temporalité n'a pas d'effet sur lui, ok? Et donc, il sait ce qui se passe au jour J1 de la création et J final de la création, ok? Et donc, en fait, c'est comme s'il avait une sorte de grand plan, ok, qu'il avait divisé en petites pièces de puzzle. Et chacun d'entre nous, eh bien, on a un rôle à jouer dans ce puzzle, dans ce plan. On vient sur Terre avec un rôle très particulier. Et d'ailleurs, il est tellement particulier, il est unique, d'accord? Et c'est pour ça que personne n'a le même rôle sur Terre. Et que si moi, par exemple, Esther, je suis née à Charenton-le-Pont en 1977, dans le 94, que j'ai grandi dans telle famille, avec tel challenge, avec telle chose et telle chose, c'est parce qu'il fallait que je passe par ça pour pouvoir former quoi? Ma pièce de puzzle. Je suis aujourd'hui le résultat du training sur mesure, du coaching sur mesure qu'Hachem a fait pour moi. Et pareil pour toi, pareil pour chacun d'entre nous. Parce que quand on vient au monde, on ne vient pas dans la forme de la pièce de puzzle. Vous voyez comment c'est une pièce de puzzle? Il y a des parties concaves, il y a des parties convexes, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Quand on vient au monde, c'est comme si on était en fait une sorte de cercle, d'accord? Et puis, au fur et à mesure des expériences, des épreuves, eh bien, en fait, on va découvrir des parties de notre forme. On va se forger, on va se travailler, entre guillemets. D'ailleurs, c'est tout le but de notre existence aussi, c'est de se travailler, de se raffiner, de découvrir, en fait, quelle forme il y a. Vous savez, il y a des petits jeux que mes enfants adoraient quand ils étaient plus jeunes, et que David Joseph, qui a 10 ans, adore encore. C'est des jeux d'archéologie. Vous avez un dinosaure entouré dans un bloc de sable. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre un petit marteau et un piquet et vous devez tapoter comme ça pour découvrir la forme du dinosaure et savoir quel dinosaure il y a en dessous. Ben, c'est un petit peu la même chose. C'est en fait, à chaque épreuve de la vie, à chaque étape de notre vie, parfois on ne se rend pas compte, on vit un divorce, on vit la perte de quelqu'un qu'on aimait, on vit des déceptions, on vit le chômage, des difficultés médicales, des choses comme ça. Et on se dit, mais pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est un petit coup qui va te permettre de définir qui tu es toi vraiment à l'intérieur. À chaque épreuve, on a l'opportunité de découvrir qui on est à l'intérieur. Parce que je ne peux pas savoir que je suis quelqu'un de patiente si j'ai jamais été mise dans une situation où ça m'énerve de devoir attendre. Ah là, tu vois, il y en a, ils savent la nôtre, ils ont de la patience et puis tu m'as. D'accord? Et puis il y a moi. Moi, je n'étais pas très patiente à la base. Mais après, tu apprends. D'accord? Tu ne peux pas savoir que tu es quelqu'un de courageux si tu n'es pas mis dans une situation de danger, entre guillemets, où il va falloir agir. D'accord? Chaque chose, chaque épreuve qu'on a, c'est en fait un moyen de découvrir la spécificité de qui on est à l'intérieur de ce bloc, entre guillemets, de sable. Okay? Et du coup, de forger, de donner la forme
à la pièce de puzzle pour qu'elle vienne s'installer exactement à l'endroit où Hachem t'a prévu. Et le problème, c'est que parfois, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que justement, je ne sors pas d'Égypte en fait. Si je ne me laisse pas le choix, si je ne m'écoute pas entre guillemets, si je ne viens pas affronter mes épreuves, mais que par exemple, je vais aller vouloir affronter les épreuves de quelqu'un d'autre, ça s'appelle la jalousie. D'accord? Parce que je vais me dire, ah mais l'herbe elle est plus verte dans sa maison à elle, pourquoi moi j'ai pas sa maison? Hachem ne t'a pas donné cette maison parce que c'est pas pour toi cette maison. Toi tu n'as pas besoin de cette maison. Toi tu as une autre maison. Ah oui, tu as vu son mari, comment il est. Toi tu n'as pas besoin de ce type de mari. Toi tu as besoin d'un mari relou, lent et ouais, pourquoi? Parce qu'il faut que tu travailles sur tes midotes. D'accord? Pour grandir. Donc en fait, chaque épreuve elle est là. Pourquoi? Pour révéler qui on est. Et parfois, eh bien, on passe à côté de la pièce de puzzle et on a un morceau du puzzle géant qui reste blanc, qui reste inhabité. Et c'est surtout ce qu'on ne veut pas. Parce que c'est terrible de vivre une vie où on passe à côté de sa vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'à 120 ans, au moment où l'âme, elle remonte vers son créateur parce que le corps qui est ancré, lui, dans la matérialité, il a une finitude. Donc il y a un moment, à 120 ans, Bezrat Hashem, eh bien, le corps s'éteint et l'âme, qui continue à flamboyer, remonte vers son créateur. Et à ce moment-là, le créateur, qu'est-ce qu'il va lui demander? Eh bien, ne t'entends pas. Il va lui dire, qui es-tu? Est-ce que tu as été Esther Batsara? Alors je vais dire, j'espère. Là, il dit, ok, viens, on va voir le film de ta vie. Et là, tu vois le film de ta vie, la vie que tu as vécue. Magnifique, la vie que j'ai vécue. Oh là là, qu'est-ce que j'étais. Oh là là, j'ai fait ça, j'ai dit ça, mais je ne peux pas te croire. Mais quel bagot ça. Et encore une fois, on excuse même. Comment j'ai pu dire des trucs pareils? Comment j'ai pu faire des trucs pareils? Comment... c'est vrai, oh là là, mais là, je vois que mon mari, il avait raison. Et combien de fois je lui ai dit, oh là là, t'exagères. D'accord? Tu vois le film de ta vie tel qu'il a été. Et après, il te dit, regarde le film que tu avais en potentiel de vivre. Regarde la vie à côté de laquelle tu es passé. Et vous savez ce que c'est? La différence entre la vie que tu as vécue et le potentiel que tu avais à vivre, ça s'appelle le Gehinam. En français, on dit l'enfer, mais c'est la frustration de savoir quel potentiel tu avais et tu ne l'as pas réalisé. L'existence, c'est réaliser son potentiel. La joie, c'est le sentiment qu'on a quand on réalise son potentiel. Ça, c'est la Simcha, nous dit le Maharal de Prague. Ok? Donc, revenons à nos moutons, c'est le cas de le dire pour Pessah, d'accord? Que, en effet, c'est très bien d'avoir bon cœur, etc. Mais en réalité, il ne faut pas oublier que ce qu'on ressent au fond de son cœur, si je te dis par exemple, ah, tu vas venir aider au gala, comme il y en a beaucoup qui sont venus aider au gala, etc. Et que en fait, ton cœur à toi, il te dit non mais attends, là c'est pas pour moi, là je peux pas aider au gala, j'ai du travail, là j'ai ci, j'ai ça. Eh bien, tu as raison de dire je peux pas venir aider au gala. C'est pas le moment pour moi. Moi j'ai une autre mission, d'accord? Bon après, il y a des gens qui sont feignantes, mais ici je n'en connais pas, après j'aime, d'accord? Donc il y a ça. La culpabilité et le reproche sont deux choses qu'on appelle donc la personnalisation et qui viennent vraiment nous empêcher de réaliser ce qu'on a à réaliser. Donc nous empêcher d'être nous-mêmes. Okay? Malgré tout, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a une mida, donc il y a un attribut, il y a une valeur, il y a une vertu qui s'appelle en hébreu nosé baol im chavero. C'est-à-dire que oui, tu dois, entre guillemets, être là pour ton ami. Alors tu dois être là pour ton ami, mais en même temps tu dois être là pour toi. Alors qu'est-ce que tu fais? En fait, tu dois créer un espace pour l'autre. Et c'est d'ailleurs le propre de la femme de créer un espace pour que l'autre puisse vivre. On le voit dans nos corps quand on tombe enceinte, dans notre chaîne, mais c'est quelque chose qui est très féminin. Le féminin dans la Torah, c'est ça. C'est la création d'un espace pour permettre à la vie de se développer, pour permettre à l'autre d'exister, de grandir. Donc oui, il y a cette notion de nosé baol imachavero, d'accord? Imachavero. Mais je dois l'aider, je dois lui créer un espace pour qu'il existe, pour l'aider, pour être là pour lui tendre la main, mais je ne dois pas porter son fardeau. Imagine par exemple que tu es à l'aéroport, d'accord? Tu voyages seul, d'accord? Et tu as une valise, Dieu bénisse, remplie
de Kéla, de trucs de Paris, d'accord? La valise que personne ne peut jamais soulever. Tu vois un mec, il a l'air d'une baraque, tu te mets à côté de lui au carrousel de l'aéroport, tu te dis, bon, avec un peu de chance, s'il est bien élevé, il va m'aider à porter la valise, d'accord? Tu dis, oh, j'ai mal au bras, non, tu ne veux pas m'aider. Il t'aide. Mais s'il part avec ta valise, tu vas être contente? Non. C'est bien qu'il t'aide, mais il te donne ta valise, le fardeau, il est pour toi, entre guillemets. Chacun doit porter notre fardeau, on doit être responsable de ce qui nous concerne. C'est pas à notre ami de venir porter notre fardeau, mais de nous aider, oui. D'accord? Donc il y a cette mida, il y a cette vertu d'être là pour son prochain, de lui faire un espace pour lui permettre d'être là, pour lui permettre de l'écouter, de l'entendre, de se sentir soutenu. Mais on n'est pas obligé d'être coupable si cette personne, elle souffre. On ne doit pas la compassion, compatire du latin con avec, pâtir, c'est de souffrir, souffrir avec. C'est bien, jusqu'à une certaine limite. On ne peut pas prendre les souffrances de l'autre. D'accord? On en a, Dieu bénisse, assez. Et encore une fois, on en a assez des nôtres, chacun en a notre lot. D'accord? Et encore une fois, celui qu'on a, c'est exactement celui qui a jamais veut qu'on ait. Le reste, c'est pas pour nous. C'est comme la jalousie. C'est une mauvaise compréhension des responsabilités ou des choses. Ça ne nous appartient pas. D'accord? Ok. Donc en fait, il faut avoir l'humilité pour se sortir de cette personnalisation. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que tout ne dépend pas de nous. Mais c'est pas facile parce que dans notre vie, on est au centre de notre vie. Donc on a l'impression que le monde tourne autour de soi, entre guillemets, d'accord? Instinctivement, on a l'instinct de survie qui fait qu'on va vouloir survivre en premier, entre guillemets. C'est normal, d'accord? C'est humain. Ok? Mais il faut comprendre qu'on ne contrôle que 3 choses dans la vie. Ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Le reste, on ne le contrôle pas, c'est pas entre nos mains. C'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est entre les mains d'Hachem. Et même ce que fait l'autre, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, n'est pas ma responsabilité. On va dire, jusqu'à ce que l'enfant soit bar mitzvah, bat mitzvah, j'ai une certaine responsabilité, ok, de l'éduquer, de lui donner les outils, pour qu'il soit une bonne personne, pour qu'il sache quoi penser, quoi dire, quoi faire. Mais à partir du moment où il est majeur, et alors ça commence à la bar mitzvah et ça continue bien évidemment après, à la majorité civile, on va dire, d'accord, aux alentours de 20 ans, 18, 20 ans, alors à ce moment-là, oui, la personne elle devient responsable. Et c'est plus ta responsabilité. Même si tu as un fils qui fait je ne sais quoi, si tu as une fille qui fait je ne sais quoi, c'est plus ta responsabilité. Et c'est ok. Alors, il y a autre chose qui est intéressant, c'est que vous avez entendu cette phrase Kol Israël, Arevim Zelazé. Tout Am Israël, il y a marqué, souvent c'est traduit comme ça, on est responsable les uns des autres. D'accord? Alors on peut se dire, ah bon, on est responsable les uns des autres. En fait, Arevim, ça vient de les rêves, qui veut dire en fait, on est impliqués les uns avec les autres. On est impliqués. On est comme des maillons d'une chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, ce que moi je fais, ça va te répercuter toi Emma. Et ce que toi tu fais, ça va me répercuter. On a une implication. On est dans le même bain en fait. D'accord? On est comme un château de cartes qui fait que oui, s'il y en a une qui fait quelque chose, ça va avoir un impact sur moi. Pourquoi? On l'a dit il y a quelques minutes. C'est qu'étant donné qu'on vient d'une même neshama originelle, donc en fait on est des étincelles, des parties, d'accord, d'une même origine, d'une même source. Donc ça fait du sens que on a impliqué les uns envers les autres. Mais être impliqué et être impacté ne veut pas dire que je suis responsable. Je ne suis pas responsable si celui-là ou celle-là fait des bêtises, entre guillemets. D'accord? C'est pas ma responsabilité. Ok? Alors donc, pour sortir de son Égypte personnelle, je vous propose de vous poser cette question. D'accord? Est-ce vraiment ma responsabilité? Est-ce que ça dépend vraiment de ma pensée, de mes paroles ou de mes actions? D'accord? Quand vous sentez que non, ça ne dépend en réalité pas ni de ta pensée, ni de tes actions, ni de ta parole, alors, lâche la part. Alors, lâche prise.
alors ne te sens pas coupable. Alors ne lui fais pas de reproches. Parce que c'est pas à toi en fait. Et toi, tu t'empêches d'avancer. Alors là, tu peux lâcher la femme. Et d'ailleurs, parfois, est-ce que c'est la responsabilité de qui que ce soit? Il y a beaucoup de choses qui n'arrivent par la responsabilité de personne. Parce que Hachem les a voulu comme ça. Et c'est tout. Ok? Donc ça, c'est une première étape de notre libération. Ok? Ça va, vous êtes bien? Ouais? Vous êtes bon, on suit, c'est bon? Ok. Alors, il y a une autre... avant qu'on termine et qu'on passe au deuxième P, je voudrais juste un autre truc qui est important. C'est l'acceptation. Parce que ça, c'est une autre étape. Donc, on a dit, en fait, lorsqu'il y a une situation compliquée, bien sûr, lorsqu'il y a une situation compliquée, eh bien, on se retrouve dans deux étapes. Avant la situation compliquée ou avant le choix à faire, eh bien, il va falloir faire ce qu'on appelle sa ishtadlut, c'est-à-dire faire les efforts pour arriver à ce que cette situation, elle se résolve. Elles vont s'endormir. Vous voulez voir? C'est trop mignon, merci beaucoup. Merci mille fois, Jenny. Ok? Mais une fois que la situation est passée, okay? Donc avant la situation, on doit en effet faire sa ishtadlut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faire ses efforts. Je dois faire les efforts pour, par exemple, passer un examen. D'accord? Si je fais tous mes efforts et que je rate l'examen, est-ce que c'est de ma faute? Non. Si j'ai vraiment fait, si j'étais sincère avec moi, j'ai fait tous les efforts. C'était pas entre mes mains après. J'ai passé mon examen, j'ai fait tous les efforts, j'ai raté. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Accepter. Si on a fait tous les efforts pour prier pour une personne et que cette personne, malheureusement, l'issue n'est pas celle qu'on pensait, est-ce qu'il faut se dire j'ai pas assez prié, j'ai pas assez fait ci, j'ai pas assez fait ça, je me sens encore coupable, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais truc? Non, tu as fait ce que tu devais faire au moment où tu devais le faire, tu as fait tes efforts, tu as fait ta ishtadlut, maintenant tu acceptes. Ce n'est pas entre tes mains. Donc ça c'est vraiment la personnalisation, c'est vraiment quelque chose de super important, ça nous permet vraiment de grandir. Ok? Et dernière chose sur la personnalisation, qui est essentielle pour une femme surtout, c'est je ne me définis pas à travers les humeurs, à travers les choix, à travers les comportements de l'autre. Que l'autre soit mon père, ma mère, mon mari, mes frères et sœurs, mes enfants, mes copines. C'est pas ça qui me définit, qui définit ma valeur. Et parce que vous savez qui est-ce qui définit ma valeur? Qui? L'Oréal, parce que je le vaux bien. Ok, ma valeur, elle est justement, c'est la Neshama. Donc, qui je suis? Je suis une Neshama, Théora, pure. Je suis éternelle, je suis un morceau d'Hachem, mais qui mieux que moi? Qui mieux que toi, qui mieux que nous d'ailleurs, d'accord? Donc, je ne peux pas laisser l'humeur de l'autre définir qui je suis. Et parfois, on se laisse. Pourquoi? Parce que, attends, mon mari m'a pas dit aujourd'hui que j'étais jolie. Ouais, il avait l'air énervé. Peut-être que j'ai pas fait ci, peut-être que j'ai pas fait ça. Non, peut-être que rien du tout en fait. En réalité, on doit oublier de se laisser définir par ça. On doit prendre conscience qu'on est unique. Et c'est pas pour aller dire, tu sais quoi, moi je suis unique, je fais ce que je veux, tu me parles pas, d'accord? Mais non, bien sûr, on doit avoir de l'humilité, d'accord? On parle pas de gava, d'orgueil, mais on parle de prendre conscience de sa juste valeur, ok? La anava, l'humilité, c'est pas être un paillasson, d'accord? D'ailleurs, le rabbi de Kos, il disait toujours, j'espère, mais il disait en tout cas, il disait, est un paillasson celui qui invite l'autre à s'essuyer les pieds sur lui, d'accord? Donc, on n'a pas besoin d'être un paillasson, on doit être à sa juste place. Le hanav, l'humble, celui qui est humble, c'est celui qui sait sa valeur. Et il n'a pas à s'enorgueillir de ça. Pourquoi? Au Hachem, c'est pas moi, c'est Hachem qui me l'a donné. C'est pas moi qui ai fait ma valeur.
C'est Hachem qui a mis cette neshama en moi. C'est Hachem qui a fait que peut-être je vais pas grossir quand je mange du chocolat aussi. Ou ça, c'est pas, je vais pas dire c'est là, moi je peux manger un paquet d'amiel, je grossis pas du tout. Hein. D'accord. Et bien fait pour toi. C'est quelque chose. Comment? On n'est pas du tout parfait. On est au contraire loin d'être parfait. Mais on doit prendre conscience de sa valeur. Pourquoi? Parce que cette valeur, puisque c'est Hachem qui nous l'a donnée. Imagine, tu fais un cadeau à ta meilleure amie. Ta meilleure amie, elle dit ah non, c'est vraiment pas génial quoi, ces trucs-là. Tu vois, tu le rabaisses, tu le diminues. Mais c'est pas très plaisant. Tu as quelqu'un qui t'a fait un cadeau. Mets-le à sa juste valeur. Apprécie ce cadeau. Baruch Hachem. Ah tiens, je sais pas, n'importe quel compliment. Baruch Hachem. Merci Baruch Hachem. C'est Hachem qui l'a fait, c'est pas moi. J'ai rien à voir là-dedans. Sauf si, c'est parfois tu peux dire Baruch le chirurgien. C'est qui nous a aidés, d'accord? Peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, ne pas se laisser définir sa valeur à travers les yeux de l'autre, à travers les remarques de l'autre, à travers les comportements, les humeurs, tout ça. Savoir que lorsque je dis je, eh bien, je suis une fille d'Akadosh Baruch Hu, je suis un morceau de lui, j'ai une Neshama Torah, et ça, c'est éternel, et c'est pur, et c'est merveilleux, et ça ne s'éteint pas. Même si on fait des actions, même si on fait des bêtises, même si on fait... Peu importe, la Neshama, elle est là. On va la chercher, il faut juste, ça rajoute un peu de sable autour de notre petit dinosaure, on va tapoter, hop, on va les creuser, et on va les trouver, la Neshama à l'intérieur. C'est pas un problème, ok? Ça s'appelle la Teshuva, by the way. Ok, deuxième P. Main? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu difficile aussi de tout le temps penser dans cette façon-là. Mais c'est un exercice. Bien sûr, il faut s'exercer. C'est s'exercer. On n'est pas dans la perfection du tout. Et on ne doit surtout pas se culpabiliser de ne pas être... Imagine, oh là là, Esther, avec le cours d'hier, maintenant je me sens coupable, grave. Bon, alors là, on est mal parti, d'accord? Non, c'est pas grave. Ça, ce sont des manières de changer de manière de penser, de perspective. On parle d'une perspective, donc ça s'appelle le narrow mindset en anglais, d'accord? Une perspective étroite, Mitzraïm, qui nous contraint vers un growth mindset, qui ouvre. Pensez à la mer morte, pensez à la mer des gens qui s'est ouverte, d'accord? Pas la mer morte, la mer des gens qui s'est ouverte. Et vous vous dites, voilà ce que je veux faire avec ma vie, c'est ouvrir mes possibilités, c'est pas les réduire. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec la permanence. Deuxième P. D'accord? La permanence, c'est quoi? Ce sont nos mots et nos pensées qui nous contraignent. Et également, encore une fois. Ok? Donc, c'est quoi un langage permanent? C'est un langage qui nous met en fait en prison. Alors, c'est quoi par exemple? Eh bien, ça va être non, moi ça, je peux pas. Non, je peux pas. C'est pas normal de faire ça. Je comprends pas. D'accord? Ça peut être moi, j'y arriverai pas. C'est toujours comme ça avec lui, d'accord? De toute manière. En gros, c'est quoi? On se rétrécit à travers nos mots parce que nos mots ont un impact sur la réalité, parce que nos pensées ont un impact sur la réalité. Alors, lorsque je pense, je ne peux pas, c'est pas normal, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, avec lui, c'est toujours impossible, j'y arriverai jamais, de toute manière, moi, je suis nulle, etc., etc. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train juste de me couper toute forme d'espoir. Alors, il y avait Benny Friedman qui chantait Yesh Tikva, ben là, il n'y a pas, d'accord? Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a plus d'espoir, c'est le désespoir. Tu te mets un mur devant toi et tu dis non, je ne peux pas avancer. Désolée, je ne peux pas avancer, j'y arriverai pas. Alors que l'idée, c'est quoi? Exactement comme lorsque les Hébreux sont arrivés face à la mer des gens, d'accord? Ils se sont retrouvés devant une mer qui était fermée. Ils ont avancé, ils ont eu la Emouna et ça s'est ouvert. Donc, on va voir en fait comment est-ce qu'on va faire. Donc d'abord, il faut aller réfléchir, et donc Eva, tu as du travail cette semaine, d'accord? Il va falloir aller réfléchir quels sont chez nous nos schémas de pensée qui sont permanents comme ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elles s'expriment? Ok? Est-ce que c'est je ne peux pas faire ça, je ne suis pas capable de faire ça, mais non mais moi je ne suis pas comme ci donc ça ne marche pas, d'accord? En quoi je m'auto-limite à travers mes mots ou à travers mes pensées? D'abord, réfléchir à ça, d'accord? Prendre conscience de ça. Écouter cette petite voix qui nous dit ça quand elle nous le dit. Parce que parfois, on ne l'entend même pas. Elle est tellement là depuis
qu'on est toute petite, d'accord? Ça peut être aussi une croyance limitante qui nous a été donnée par nos parents, par l'école, surtout l'école en France, c'était tellement positif, comment dire, que bon, on a tous entendu, oui, bon, alors vraiment, mademoiselle Ayache, parce qu'à l'époque je m'appelais Ayache, ouais, mademoiselle Ayache, vraiment, vous ne ferez rien de votre vie, hein, là je ne voudrais pas dire, mais bon, si vous oubliez votre cahier de texte, ah oui, si tu oublies ton cahier de texte, logiquement tu ne feras rien de ta vie. C'est logique, en fait. D'accord? Donc ensuite, il faut trouver un moyen non limitant, non obstruant, d'exprimer ce qu'on ressent. Parce qu'on ne veut pas non plus enlever le sentiment. On veut juste l'exprimer différemment, changer les mots. D'accord? Trouver des mots qui nous ouvrent plutôt que de nous fermer. D'accord? Growth mindset au lieu de fermer. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va dire? Pareil, on va prendre des exemples. Donc on va dire quelqu'un qui dit « Ah là là, je suis complètement débordée au travail, et puis avec les enfants qui mettent du désordre partout, c'est sûr, j'arriverai jamais à terminer le ménage de Pessah. » Alors maintenant, j'ai entendu ça 1000 fois, d'accord? Dans le passé, j'ai pu me le dire aussi, d'accord? Maintenant, je vous rassure, au final, on est toutes à la table du Seder et on finit, d'accord? Donc, rien ne sert de toute manière de se répéter ça en boucle. J'y arriverai jamais. Alors là, c'est sûr. Oh là là, je viens terminer la playroom et les enfants sont revenus avec des céréales ou des miettes de pain ou je sais pas trop quoi. Non, j'y arriverai jamais. Si, tu y arriveras, ma fille, parce que de toute manière, tu vas être assise dans une semaine à la table avec ton mari, avec les agadotes, avec tes enfants, crevé, mais tu y seras. D'accord? Donc autant que tu ne te dises pas ça. Tu y seras. Regarde la réalité, tu y seras. Ok? En réalité, qu'est-ce que tu peux dire quant à ce genre de pensée? Pour le moment, au moment où je vous parle là, chère Esther, puisque on se parle en général à soi-même, d'accord? Au moment présent, c'est vraiment difficile pour moi d'envisager que cette maison va être prête pour Pessah. Mais au final, je sais que ça va être prêt. J'y arriverai. Quitte à aller plutôt étudier les lois de Pessah et me rendre compte qu'en fait, la poussière n'est pas Hametz. Et que je n'ai donc pas besoin non plus d'aller ranger toutes les armoires. On s'en fout des armoires et des carreaux. Et ma grand-mère, elle continue à repeigner les murs de la maison. Même à l'extérieur, à la chaude. À l'extérieur. Ouais. Et mon père qui me dit, oh, tu n'es pas vraiment religieuse, hein. Tu repeins même pas ta maison à Pessah. Alors là, c'est vrai. Ok? Ouais. Du coup, au lieu de fermer les opportunités, de nous faire perdre espoir, ça nous ouvre sur autre chose. C'est vrai qu'au moment présent, j'ai l'impression que je vais peut-être pas être capable, ou en tout cas, c'est pas confortable pour moi de le faire, mais je vais y arriver. D'accord? Autre exemple. Je ne peux pas. D'accord? Je ne peux pas faire une keila sans la brûler. C'est pas vrai. Elle est très bonne. Ok? Alors, c'est une situation qui me met vraiment... En fait, ce qu'on va remplacer, on va dire, par exemple, cette situation, quelle qu'elle soit. Quand je fais... Alors, trouvez-moi une situation où on ne peut pas. Je peux pas me voir ma belle-mère. D'accord? Par exemple, c'est pas le cas. Michel, si tu me regardes, ce n'est pas vrai. Si vous me regardez, bien, je vais pas la tutoyer d'abord. Ok, donc, je peux pas me voir ma belle-mère. D'accord? C'est dur de dire ça. Et tu te mets ça en tête avant même qu'elle arrive. Tu l'as pendant 2 semaines en plus avec ta mère, parce qu'apparemment... Ah non, c'est toi qui es... Et après et pendant, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu peux te dire à la place? Eh bien, à la place, tu peux te dire, c'est vraiment une situation qui me met en dehors de ma zone de confort. C'est très inconfortable pour moi. C'est très difficile pour moi. Tu n'es pas en train de supprimer tes sentiments. Tu es juste en train de dire, oui, c'est possible. Et de toute manière, tu vas le faire. Alors, pourquoi est-ce que tu dis que tu ne peux pas? D'accord? Essayons d'ouvrir les possibilités plutôt que de les fermer. Ouvrons la mer plutôt que de nous noyer dans la situation. Ok? Un autre truc auquel on est forte, les filles, on est très forte là-dessus, la dramatisation. Oh, oh. Drama Queen, bienvenue. Est-ce que tu parles?